Bonjour les cinquièmes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans la partie quelques phénomènes géologiques, nous allons parler du risque sismique. C'est parti! Alors que voyons-nous sur ces photos? Des rues détruites, peut-être un pays en guerre. Il s'agit en fait de photos et d'une illustration des dégâts causés par le dernier séisme meurtrier en France métropolitaine, le 11 juin 1909, près de chez nous, à Lambesc, dans le nord des Bouches-du-Rhône. Il fit 46 morts et au moins 250 blessés. Plusieurs milliers de logements sont alors détruits, dont environ 1500 dans la ville d'Aix-en-Provence. Le village de Lambesc, lui, est complètement détruit. Comment l'homme peut-il évaluer le risque sismique? Comment expliquer déjà l'arrivée d'un séisme pour commencer? À la suite de certains séismes, des déformations peuvent être visibles au niveau du sol, comme ici dans le village de Beilou. On voit nettement une rupture dans le sol goudronné de la cour d'une école. Vous avez ici la vision donc de cette rupture qui a été symbolisée par le marquage sur l'image. Et on voit qu'il y a eu un décalage de 2 mètres qui s'est fait à ce niveau-là. Nous avons ici d'autres observations du même phénomène. Donc, ce sont des manifestations que l'on a pu voir en Nouvelle-Zélande pour l'image de gauche et en Arménie pour l'image de droite. Et on retrouve sur ces images-là toujours ce décalage, cette ligne de cassure. Nous avons nettement une cassure qui s'est faite au niveau des roches présentes et le paysage s'en retrouve de ce fait modifié. Alors, est-ce qu'on peut voir des ruptures de roches dans notre région? Nous, ce qu'on a dans notre région, ce sont ces barres calcaires que l'on peut voir dans les Alpes. Vous avez ici une photo qui a été prise en sortie géologique au niveau du Val d'Enfer, quand on fait la route d'Ebo jusqu'à Mayenne. Et on s'aperçoit que ce calcaire, il a une disposition particulière. Déjà, il va former ce qu'on appelle des strates, c'est-à-dire des couches de roches qui sont superposées les unes sur les autres. Alors ça vient de leur formation à ces calcaires. Ce sont des roches sédimentaires, c'est-à-dire qui se forment à partir d'une accumulation de particules dans un milieu aqueux. Et donc les couches de roches se forment les unes au-dessus des autres. Donc ces strates, elles sont à la base horizontales puisqu'elles se forment au fond d'une mer. Et on s'aperçoit même dans notre région que l'on peut avoir des cassures qui sont visibles. Donc ici on est sur le massif d'Allo et on voit très nettement une cassure qui va de ce fait décaler les blocs de roche, les strates qui sont visibles de part et d'autre. Nous avons ici un décalage qui se fait avec notre strate qui est un peu plus large là, que l'on retrouve sur le haut. Voilà. Donc décalage qui se fait au niveau d'une ligne de rupture que l'on appelle une faille. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer la formation d'une faille déjà dans une roche sédimentaire? Regardons ce qui se passe sur une modélisation très simple où on a modélisé les strates de roche par une plaque de polystyrène. Si on applique des contraintes compressives de part et d'autre de ces strates, on arrive progressivement à une déformation des roches, puis très vite à une rupture. Bilan 1. Une roche sédimentaire se met en place par dépôt de petites particules qu'on appelle des sédiments de façon horizontale. Elle forme une couche de roche appelée strate. Cependant, si des forces s'exercent de part et d'autre des roches, les strates se déforment et se cassent. Il y a formation d'une faille. Sur les schémas que nous avons, il y a une représentation qui permet de comprendre comment, d'un simple coup d'œil, on peut s'apercevoir des contraintes qui s'appliquent à la roche. Donc, dans le cas des failles normales, la cassure que l'on peut voir ici à ce niveau-là va résulter d'une divergence, c'est-à-dire que les forces sont des forces qui étirent le bloc de part et d'autre, alors que dans ce cas-ci, on est bien dans ce que nous venons de modéliser, c'est-à-dire des failles qui sont des forces convergentes. On peut
Également avoir, comme au niveau de la faille de San Andreas en Californie, ce qu'on appelle un décrochement, c'est-à-dire que dans ce type de situation, les deux blocs partent dans des directions opposées, il n'y a pas de décalage vertical en fait des blocs, les uns par rapport aux autres. Donc, hypothèse, les ruptures de roche seraient responsables des séismes. Vérifions maintenant notre hypothèse. Si celle-ci est vraie, alors dans notre région, les zones de faille devraient correspondre aux zones où on a enregistré des séismes. Voici la carte des failles de Provence. Elles sont signalées par le tracé rouge. Vous reconnaissez ici la côte, Toulon ici, Marseille, Lambesc, Avignon, Arles. Donc nous, on se situe un petit peu entre les deux. Et donc les failles sont représentées avec leur mouvement relatif au niveau de ces tracés rouges. Alors on peut superposer à cette carte une image de Google Earth sur laquelle figure l'enregistrement de séismes récents. La très grande majorité des séismes sont bien sur les zones de faille. Cela permet de considérer notre hypothèse comme validée. Quelques séismes sont cependant en dehors, ils résultent de ruptures de roches qui vont se faire en profondeur. Nous arrivons donc au bilan 2. Les régions où les terrains comportent des failles sont des régions présentant de nombreux séismes. Un séisme est causé par une rupture brutale des roches, provoquant un tremblement de terre. Cette rupture des roches peut se faire en surface ou bien en profondeur. Alors, si on regarde un petit peu la carte des zones sismiques en France, nous nous apercevons qu'il y a plusieurs degrés de risque sismique. On a certaines qui sont à un degré fort et ça va jusqu'à très faible. Nous allons nous trouver dans une zone où le degré est modéré, ici vers Saint-Rémy, par ici. Et nous sommes donc sur ce niveau modéré, niveau 3. Alors là, nous avons une carte de la région sud, qu'on appelle maintenant la région sud et plus la région PACA, où on peut voir justement cette sismicité qui est quand même relativement forte dans notre région. Alors toujours, nous allons nous situer par ici. Voilà. Alors comment on va définir le risque sismique ? Il va se définir déjà par quelque chose qu'on appelle l'aléa. L'aléa, c'est la probabilité qu'un événement intervienne. Donc, si on est au niveau d'une zone qui historiquement a déjà bougé, c'est-à-dire on sait qu'il y a des failles, même si elles ne sont pas toujours visibles en surface, elles sont en profondeur, on va dire qu'on a un aléa qui est fort. Donc, pour définir le risque sismique, on va prendre en compte cet aléa sismique, la probabilité que l'événement intervienne. Puis, on va vérifier la vulnérabilité des enjeux, c'est-à-dire que si on est dans une région où il n'y a personne, si on a un séisme même très très fort en plein désert, le risque sera faible. Par contre, lorsqu'on est dans des zones qui sont très urbanisées, avec des villes, avec des routes, avec des chemins de fer, on va avoir des enjeux qui vont être extrêmement vulnérables et cette vulnérabilité des enjeux va considérablement augmenter le risque sismique. Donc on est face à quelque chose que l'on peut représenter comme une multiplication entre l'aléa sismique et les enjeux, la vulnérabilité des enjeux du territoire sur lequel on va être. Et ces deux facteurs se multiplient entre eux et on arrive comme ça à évaluer par région le risque sismique. Donc on peut être dans une région où il y a un risque fort, mais où les enjeux sont peu présents et où le risque sismique sera faible, alors qu'on peut être dans une région où finalement l'aléa sismique reste modéré, mais où la vulnérabilité est très forte parce que ce sont des régions qui sont extrêmement peuplées et donc dans ce cas-là, on va revoir à la hausse le risque sismique. Donc on arrive à un bilan 3, le risque correspond à un aléa, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement survienne à un lieu donné, mais également des enjeux, les effets possibles sur l'homme et son environnement, effondrement de bâtiments pouvant causer des victimes. Sur l'aléa, on peut le connaître, on peut le localiser,
Par contre, on ne pourra pas faire grand-chose véritablement. Par contre, on peut agir sur les enjeux. On peut diminuer la vulnérabilité des enjeux en limitant les constructions dans les zones à risque ou en imposant des normes particulières. On va dire qu'on va demander à ce que les constructions soient dans des normes parasismiques. On sait faire maintenant pour construire et faire en sorte que les bâtiments bougent moins au moment d'un séisme. Donc on a mis en place des zonages particuliers dans notre région et lorsqu'on doit construire, il faut se renseigner sur le risque sismique. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez la revoir si vous avez envie. À très bientôt!